fois qu'il sortait, et c'est quand même un cinéaste qui a beaucoup de succès. Ça fait partie de ces cinéastes qu'on dit porteurs de l'art essai, avec Woody Allen, c'est plus tellement le cas, mais enfin, Claude Loach, Almodovar, quelques autres comme ça qui reviennent souvent. Donc moi, c'est un cinéaste auquel je ne me suis jamais vraiment intéressé de très près jusqu'à il y a quelques années. Alors, je ne m'étais pas intéressé de très près parce que d'une certaine façon la place était déjà prise. Il y a eu un vrai culte à un moment autour d'Almodovar. Il y avait des gens qui écrivaient beaucoup sur lui, qui s'intéressaient beaucoup à lui. Dans les cahiers du cinéma, un peu moins. Dans les cahiers, quasiment tous ces films ont fait la couverture depuis la fin des années 80. Donc spécialement même dans les cahiers. Et d'ailleurs c'était Frédéric Strauss qui était pendant longtemps préposé à écrire des articles sur ces films parce qu'il avait fait un livre d'entretien avec Almodovar, il connaissait très bien Almodovar, et voilà. Donc, bon, puis peut-être il y avait certains aspects de son cinéma, côté un peu trop, on va y revenir sans doute, coloré, flamboyant, enfin comment dire, on sentait parfois que les gens qui aimaient Almodovar l'aimaient pour des raisons que de manière extrêmement, peut-être excessive, j'appellerais presque idéologique, c'est-à-dire que ce qu'ils aimaient, c'était des valeurs à travers lui. La couleur, la déco, la liberté narrative, la movida, tout ça, voilà, il y a une espèce Almodovar a une espèce de valeur culturelle à lui tout seul, quoi. Un hédonisme aussi. Oui, hédonisme, évidemment. Bon. Et puis, quand même, avec le temps, il y a eu plusieurs films de lui qui m'ont beaucoup frappé quand même et qui m'ont donné envie de monter un peu avec retard dans le train, mais quand même. Je pense que la première film que j'ai vu de lui qui m'a vraiment beaucoup plu et touché, c'est Parle avec elle. J'avais aimé les précédents, mais par exemple, surtout sur Ma mère, qui est un film qui a vraiment été extrêmement aimé tout de suite. J'étais un peu en retrait, je l'ai revu depuis. Avec beaucoup de plaisir. Mais Parle avec elle, c'est le premier film que j'ai vu, je me suis senti à l'heure. Voilà. Puis ça s'est continué de plus ou moins. Douleur et gloire, c'est un film que j'aime beaucoup, quelques autres, Les trains brisés, etc. Donc voilà, bon. Toujours est-il que maintenant, c'est un cinéaste dont je me sens peut-être un peu moins éloigné. Voilà. Alors, dans ce que tu dis, il y a plusieurs. Ça, c'était dans mon petit préambule. Dans ce que tu dis, il y a plusieurs choses. C'est vrai que, et d'ailleurs, il en parle dans l'entretien qu'il avait dans le cahier du cinéma, c'est vrai que c'est quelqu'un, et d'une certaine façon, c'est encore le cas ici, qui a pendant longtemps raconté des histoires dont les scénarios étaient souvent très compliqués. Assez compliqués, volontiers très mélodramatiques, des rencontres, des croisements, des séparations, des retrouvailles, des enfants cachés, perdus, etc., morts, mais pas vraiment morts, donc voilà. Un matériau un peu feuilletonesque, mélodramatico-feuilletonesque, qui peut être, dans lequel il est vraiment très bon. Et ce qui est curieux dans ce film aussi, en effet, c'est qu'on a l'impression au début que ce matériau très Almodovar, même si ça vient d'un livre, est présent, et puis progressivement, il disparaît progressivement, même si, comme je me disais à la sortie, même si il faut que se produisent quand même des échos entre ce début très explicatif, très narratif, à mon sens plus ou moins réussi, je dirais. En tout cas, quand on le découvre, je trouve que la scène de la maison en feu, elle est très belle. La scène de Tilda Swinton en reporter de guerre en Irak, on sent qu'il n'est pas vraiment à l'aise avec ça, quoi. Il a beau mettre deux frères espagnols homo, donc pour s'y retrouver un peu, si je puis dire de manière un peu caricaturale, c'est moi qui suis caricatural, on sent qu'il n'est pas, c'est pas son univers, mais enfin, à la limite, peu importe. Tout comme toi, je prends quelque chose, effectivement, et d'ailleurs, c'est là où les sous-titres sont pour une fois très révélateurs. La jeune femme qui vient la voir lui demande « Est-ce que vous pouvez écrire ceci ?» Ce qui est plutôt quelque chose qu'on ne demande pas à quelqu'un, on se contente de dire ce que vous pouvez mettre pour l'attention d'un tel, et lui demande d'écrire quelque chose. Et le personnage de Guillermo, d'ailleurs, de manière aussi assez tendre, répond oui tout de suite. Et dans les sous-titres, ce qui est drôle, c'est qu'elle dit « Pouvez-vous écrire ?» Ça ne sort pas. C'est écrit entre guillemets sur l'écran, et quand elle se penche et qu'elle écrit, la jeune lectrice la regarde et lui dit « Ça n'arrivera plus », et cette fois, c'est plus entre guillemets. Ce qui est un truc intéressant, parce qu'on se dit « Tiens, là, effectivement, on est en train de nous dire quelque chose, puisque ce qui était une sorte de message entre guillemets n'est pas seul femme. Ça ne peut que attirer l'attention, en effet. Alors, qu'est-ce qui, dans ce film, est censé de plus se reproduire? C'est pas facile à dire, parce que s'il y a bien un cinéaste dans tous les sens du terme de la reproduction, c'est bien Almodovar. Et ici, comme dans beaucoup des films d'Almodovar, on est sans cesse dans l'idée de la reproduction, quel que soit le mot, la manière dont on entend ce mot, aussi bien au sens, disons, de la génération
au sens de la reproduction d'un tableau, référence, etc. Vous avez vu à quel point, mais comme toujours chez Almodovar, toujours, moi je pense qu'il faut l'accepter. On peut trouver ça insupportable, mais enfin on doit l'accepter. On baigne dans un univers culturel où on va dans une librairie, et évidemment vous avez vu que, enfin, moi à chaque fois, pour ça j'ai fait un effort de vestimentaire ce soir vraiment, parce qu'on se sent moche comme des poux quand on voit la film. Ils habitent dans la maison qu'ils ont louée, elle est à 60 000 € la nuit, quoi. Je sais qu'elle a des dons et les moyens, mais moi on me propose même pas d'y aller, Mathias, je n'irai pas, j'aurais honte. Vous avez vu que le moindre endroit est sublime, elles sont tout le temps habillées, surtout Tilda Swinton, elles portent des couleurs. En plus, je trouve ça très, je dis pas ça de manière uniquement sarcastique, parce que je trouve ça vraiment très beau. Hein, le tableau de Hopper, Virginia Woolf, Carrington et Winston Strachey, les gens de Dublin de John Huston, mais précédemment évidemment de James Joyce, Persona de Bergman qui est quasiment explicitement cité, en tout cas qu'Almodovar cite beaucoup dans les entretiens, et je pourrais en ajouter d'autres. Même le mobilier. Même le mobilier, vous avez vu qu'il remercie pour les Roche-Beaubois, Smeg, etc. Il y a du monde au mobilier, hein. Et ça coûte. Hein. Bon, mais non, mais moi je pense que c'est une vraie question de savoir en quoi c'est vraiment consubstantiel à l'univers d'Almodovar et pas simplement, disons, du vernis, quoi, pas simplement de la décoration. C'est une question qu'on ne va pas résoudre, mais je pense que c'est une vraie question. Madame, pardon. C'est les seuls qui viennent de commencer. C'est le moment où vous avez été. Je trouve qu'il a filmé un peu comme un peintre. Et effectivement, on retrouve. J'adore Hopper, moi personnellement. Mais même tous les plans, sur la terrasse. Sur la terrasse, sur les plans, etc. Et c'est difficile de parler. C'est difficile de parler après ce film parce que j'ai besoin de redescendre un peu. Je suis émue, Vous allez donc pas tomber plus bas. Vous ne redescendrez pas, vous êtes déjà plus bas. Pas vous personnellement, nous, oui. tous autant que nous sommes. Non, mais moi, c'est mon travail justement de vous permettre d'atterrir en douceur, si je puis dire. Mais c'est très intéressant ce que vous dites sur Hopper, parce qu'on voit bien à la fin, l'image quasiment finale, ou l'image, la pénultième, l'avant-dernière, est une reproduction, est une double reproduction, si on peut dire, puisque c'est à la fois la reproduction d'une pose, d'une disposition que nous avons vue dans le tableau de Hopper, mais c'est aussi une reproduction de ce que nous avons plutôt au même endroit dans le film, lorsque ça n'était pas la fille. Je vous le dis, parce que je pense que personne ne l'a remarqué, elle est également interprétée. Non, évidemment, tout le monde l'a remarqué. Et donc ça répète à la fois le tableau et une disposition. Voilà. Donc ça répète, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai qu'il y a dans un film qui est fait pour répéter. Excusez-moi, madame. Donc c'est bizarre ce message, moi il m'a beaucoup intrigué. Mais même des tas d'autres plans, quand la maison entière est filmée. C'est seulement à la fin qu'on la voit entière. Oui. En droit, je crois que ça, il a dit, ça reprend un tableau aussi. Et alors ça c'est intéressant parce que je fais juste il se trouve que je suis en train de lire, j'ai quasiment fini le roman On s'est adapté. C'est un très beau texte, en plus c'est un texte pas très long, et qui est très intéressant à lire parce qu'il y a certaines choses qui sont très proches le film est proche par certains points, et pas du tout par d'autres points. C'est-à-dire que le livre, en fait, ça n'est que dans sa deuxième partie qu'il se concentre sur ses deux amies et l'endroit où elles se rendent. Et d'ailleurs, le livre, elles ne sont pas du tout dans un endroit comme ça. C'est une maison coloniale, qui est un bel endroit, mais c'est pas du tout celui-là. En revanche, la maison en feu, ça c'est dans le livre aussi. Mais dans le livre, ça commence d'abord de manière beaucoup plus vagabonde, un peu comme une sorte de journal d'autofiction, où le personnage qui serait là, celui d'Ingrid, interprété par Julianne Moore, raconte un peu sa vie, etc. Et puis progressivement que ça se resserre. Mais j'aimerais je crois que vous dites quelque chose. Ouais, dans un micro. Moi, je connais pas tellement le cinéma d'Almodovar pour le coup, mais c'était par rapport à ce truc de l'esthétique hyper vernie, hyper léchée comme ça. Vous avez dit, il y a ce truc, cette culture de la couleur, du flamboyant dans ce film. Et je me demandais si l'image hyper plastique, hyper propre, hyper lisse, belle texture, c'est riche, il y a de la thune. Il y a de la thune. Il y en a. Voilà. Est-ce que ça, c'est. Il faut le dire aussi parce que c'est quand même ça.
Non, mais pas comme une critique, mais dans le sens où Non, mais il y a pas de. c'est là. C'est pas caché que c'est même assez revendiqué. Elle me dit j'ai loué cette maison, elle est un peu chère, mais worth it. Exactement. L'occasion. The occasion calls for it, évidemment, l'occasion. Ma question c'est est-ce qu'il y a quelque chose de. C'est son premier film américain et il joue un peu ce truc grandiloquent, propre et léché à l'américaine, ou en fait est-ce que ça a toujours un peu été là dans son esthétique? Moi, ce que je suis pas un spécialiste d'Almodovar, et ce que je pense, pardon. Non, je suis pas spécialiste, je connais ses films, je veux dire, mais je suis pas un spécialiste dans le sens où c'est pas un cinéaste sur lequel j'ai beaucoup travaillé, mais je connais quand même bien son travail. Il y a toujours eu ça chez lui, mais avec quand même une évolution, c'est-à-dire que la couleur, les rouges, très rouges, le vert, ça a toujours été extrêmement présent. Sans doute que quand même, et pas sans doute, mais sûrement, dans les années 80, où il était associé à ce mouvement esthétique qu'on a appelé la Movida, où il était un réalisateur gay de manière affirmée à une époque, je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est forcément facile, mais enfin à une époque où c'était en tout cas encore plus difficile qu'aujourd'hui, on associait évidemment beaucoup moins ces couleurs, cette flamboyance, je dirais, à ce que vous disiez d'un mot qui résume beaucoup, le chic et la thune. Je pense qu'il y avait aussi une déclaration comme ça de cinéma de grande folle. Hein. Ça existe, vous voyez, le cinéma qui comme ça veut affirmer son identité esthétique mais aussi sexuelle. Et ce qui est intéressant chez lui, vous avez tout à fait raison de dire qu'il ne faut pas l'entendre comme une critique, c'est comment il a progressivement évolué vers un cinéma qui est... D'ailleurs, il l'a dit à propos de ce film, il a dit « Moi, ce qui m'intéresse entre elles, c'est que ce soit une amitié amoureuse. Et je ne voulais pas qu'il y ait d'éléments sexuels. » Donc, il est question de sexe, mais d'ailleurs plutôt de sexe hétérosexuel. C'est pas du tout un film, disons, c'est pas un film ouvertement gay. On peut retrouver l'Almodovar qu'on connaît, mais cette évolution, elle est intéressante. Je vois qu'on a fait, mais elle est beaucoup moins ouvertement gay qu'il a pu faire d'autres films. Donc, cette évolution est intéressante parce que je pense qu'au début, Almodovar, en plus, c'est quelqu'un qui vient pas du tout d'une famille pauvre. Hein, il l'a raconté à travers plusieurs films. Il a ramé, donc je pense qu'au début, ce cinéma, on pourrait peut-être dire comme ça, au début c'était un cinéma criard, donc je pense qu'il a pu être ressenti comme étant aussi, à travers ses couleurs, comme étant un peu vulgaire, qui progressivement, et c'est un mouvement que beaucoup d'autres artistes ont connu, est devenu un cinéma qui, dans ses couleurs, peut avoir un côté un petit peu chic. Quoi, voilà. Mais ça a toujours existé. Il était plus sale aussi. Il était plus sale, absolument. Effectivement, vous avez dit propre. Aujourd'hui, c'est clinique. Voilà, c'est intéressant ce que tu dis. Clinique, parce que ça c'est une chose qui m'a toujours frappé, et je suis convaincu, je sais parce que je l'ai vu chez quelqu'un d'autre aussi, mais il y a toujours quelque chose de très étonnant chez lui, c'est que c'est un cinéaste très chaud, très physique, très sexuel pendant longtemps, très sensuel, et en même temps c'est un cinéaste clinique. Quasiment tous ses films sont des histoires de maladies, en tout cas tous ses films depuis 25 ans au moins. Je veux dire, Parle avec elle, ça se passe quasiment intégralement dans un hôpital, Mère parallèle, il y avait aussi un truc comme ça, bon, c'était une clinique pour accoucher, mais bon, Douleur et gloire, c'est quand même un autoportrait du cinéaste en malade, j'allais dire en hypochondre, non, en vrai malade. Donc la combinaison, moi c'est un truc que je trouve très intéressant chez lui, c'est comment il arrive. Alors certes, vous avez vu que la chambre d'hôpital, dans l'entretien que j'ai vu, il dit « cet endroit était tellement moche, la chambre d'hôpital, j'en ai jamais vu comme ça, je pense que vous non plus. » Mais la combinaison chez lui d'un imaginaire, on va dire, chaud, qui est l'imaginaire des couleurs, et un imaginaire évidemment froid, qui est l'imaginaire de la maladie, est très intéressant et très paradoxal, si je puis le dire, puisque, et ça c'est une des choses moi que j'aime le plus dans le film, vous avez vu qu'elle n'est jamais aussi belle qu'Hilda Swanton qu'au moment de mourir. Et ça c'est quand même une belle idée, alors c'est pas la première fois, mais elle se maquille, elle est jaune et rouge, alors qu'au début on la découvre plutôt un peu décharnée comme ça, donc il y a peut-être chez lui l'idée que la mort est que c'est la mort évidemment, parce que ça le film ne dissimule pas, mais c'est pas la fin de la couleur, au contraire. Et ça, moi je trouve que c'est quelque chose qui est assez, je dirais presque contre-intuitif et très beau. Mais voilà, pour vous répondre, oui, il a toujours été comme ça. Simplement, à l'époque, parce qu'il a commencé en 1980, et puis Lucie Boom, notre Philippe Cartier, c'est en 80, il avait 30 ans. C'était pas dans des maisons comme ça, c'était pas la Nouvelle-Angleterre, même si le film a été quasiment pas tourné aux États-Unis, je crois. C'était tout autre milieu social et d'autres imaginaires. Oui, pardon. Donc, je sais pas ça, j'ai entendu le chroniqueur ciné d'Inter ce midi parler de lui comme dans les années 80, comme une espèce de cinéaste punk. Et là, c'est pas faux. Et là, c'est plein de choses, mais c'est pas punk une seconde. Non, c'est pas très punk, je suis d'accord avec vous. Même si vous avez vu
que c'est pas punk et en même temps elles évoquent un passé du New York des années 80 alors je ne sais pas si on peut dire punk, mais qui est et on sent que le rapport à ce passé, à un passé d'excès, d'alcool, de baisse, de drogue, est important pour lui. Donc je dis pas du tout, je pense pas du tout que ce soit ce que vous disiez, mais je pense que ce serait pas une bonne approche. Pardon, ce ne serait pas une bonne approche que de se dire que c'est quelqu'un qui s'est renié, disons, il s'est embourgeoisé. Alors évidemment, il s'est embourgeoisé évidemment. D'ailleurs, dans Couleur et Noir, c'est assez beau, parce que vous allez vous en souvenir maintenant, c'est assez beau, je l'ai revu il y a quelques jours, et il habite, le cinéaste qui est joué par Antonio Banderas, habite un appartement absolument magnifique, enfin magnifique en termes de soins apportés à la décoration, et lorsqu'il reçoit un type qui était un de ses anciens amants, je crois, il lui dit « Ah, c'est vraiment très très beau chez toi », et il lui fait une réponse que je trouve qui sans doute correspond exactement à ce qu'a dit, et puis il dit « Écoute, tout ce que j'ai gagné, je l'ai investi dans cet appartement et dans les œuvres d'art qui y sont. » Voilà, c'est quelque chose de très très important pour lui. La question, c'est que peut-être à laquelle j'ai un petit peu commencé à répondre en voyant comment le chaud et le froid fonctionnent chez lui, c'est comment il arrive à conjuguer, disons, ses effets de surface, ce vernis comme vous dites, avec des sujets qui sont des sujets qui ne concernent pas l'ameublement, la terrasse et la couleur du canapé, quoi. Bon, c'est ça. Il ne faut pas se dire, moi à mon sens, il ne faudrait surtout pas se dire oui, bon il y a le côté, il y a l'habillage à Almodovar et puis il y a le vrai film. Non, les deux films appartiennent à la même chose. Moi j'ai une petite hypothèse là-dessus, mais on va donner la parole à Madame. Je crois qu'il faut que le micro vienne vers vous. Oui, moi je pense que le lien c'est en fait la lumière, en fait, qui met une distance tout en englobant vraiment tous les plans. Et ça, bon, je ne sais pas vraiment comment dire, mais moi j'étais beaucoup plus sensible à ça qu'aux couleurs dans ce film. Vous pensez à des moments en particulier? Oui, ces scènes surtout le soir, la nuit, quand elles se retrouvent en train de regarder la télévision ou sur la terrasse, mais vraiment pas le matin. Quoique, si, parce que le dernier matin où elles ne dorment pas après et qu'elles ouvrent finalement le volet, et là il y a une lumière, quoi, vraiment. Et je pense que c'est ça qui fait le lien entre. Oui, c'est possible. Et alors, moi, ce que vous me dites me fait penser à quelques plans qui sont très marquants, parce que je dirais même qu'ils lui sont présentés comme marquants. Quelques plans où la couleur est présente, mais au lieu d'être comme elle est souvent chez lui, c'est-à-dire en aplat, disons, elle est tramée. Alors, c'est 2 ou 3 plans, peut-être même 4, je ne sais pas exactement, où un personnage avance derrière la baie vitrée et la silhouette. Alors, j'hésite beaucoup à employer cet adjectif parce qu'il me semble pas juste du tout sur le film, et sur le propos du film et sur ce que est le film, mais un peu fantomatique, disons. Alors, fantomatique, c'est un peu inévitable, puisque au moins à 2 moments, le moment où on découvre qu'elle n'est pas morte, donc c'est quand même un peu un fantôme, et puis ensuite le moment où sa fille rejoue la même chose pour finalement venir d'une certaine façon, en tout cas dans l'histoire, pas dans l'histoire, prendre la place de sa mère, quoi. Voilà. Mais oui, la lumière en effet très. Tu voulais peut-être. Oui, faire 2 remarques une remarque et une question. La première remarque, parce que je parlais tout à l'heure de faux départ et toi tu parles de reproduction, effectivement, il y en a 2 qui sont énormes, c'est le premier aller dans la maison et puis on se rend compte que le médicament est oublié, le poison est oublié, donc il faut refaire le trajet, et elle revient dans son ancienne maison, quoi. Ils disent qu'elle a l'impression de, alors je ne me rappelle plus l'expression exacte, mais elle a besoin d'assister à sa, non, de revenir après sa mort, chez elle. Et puis, puis évidemment cette porte fermée, cette fausse mort qui est comme le brouillon en fait. Elle lui dit la répétition. Tu dois prendre ça comme une répétition. Maintenant, tu sais ce que ça doit faire. Et puis. Je voulais peut-être qu'on dise quelques mots quand même sur ces 2 femmes qui paraissaient quand même de nature très très différente, avec 2 métiers qui sont eux aussi différents, mais qui ont quand même un point commun qui est celui du récit, de la mise en récit. D'un côté la fiction, la romancière, et de l'autre
la reporter de guerre qui a quelque chose à voir avec le documentaire, j'imagine, ou en tout cas avec le réel très directement. Et il me semble qu'elle représente peut-être des archétypes qui ne fonctionnent pas, ou qui vont changer, ou qui vont se transformer dans le film. Peut-être un peu de stoïcisme d'un côté, enfin, c'est-à-dire... Même si elle dit qu'elle n'est pas stoïque. Elle dit qu'elle ne l'est pas, mais on a l'impression que à aucun moment elle fond en larmes, à aucun moment elle s'effondre. Enfin, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un courage extrême, puis côté volontaire. Quoi, et le film reste très discret sur la représentation. Et puis le personnage de la romancière qui est quand même très filant, enfin, très généreuse à la fois, et en même temps, on ne comprend pas toujours. On se demande même, moi, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu, c'est est-ce qu'elle n'est pas là aussi par intérêt, c'est-à-dire pour écrire un livre derrière, chose qu'elle va faire, et est-ce qu'elle n'est pas mue aussi peut-être par un intérêt Alors, voilà. je ne sais pas ce qui m'en a dit. Moi, c'est une question que je ne me suis pas du tout posée. Alors, pourquoi Moi, je pense qu'elle trouve de l'intérêt. Déjà, elle regarde dans les carnets, elle cherche. Ouais. Mais alors, oui, ça me permet de... Elle n'hésite pas une seconde à subtiliser le carnet, effectivement. Elle le subtilise Oui, sans demander la permission. Est-ce qu'elle le prend? Elle le relaisse, hein? En revanche, elle lui pose la question ensuite. J'ai cru qu'elle l'avait pris et qu'ensuite elle l'avait avoué. Ah bon, alors c'est moi qui projette. Alors, j'ai commis l'erreur tout à l'heure de dire que je n'étais pas spécialiste d'Almodovar. C'est aussi parce que je pense que c'est pas bien d'être spécialiste de quelque chose. Cela étant, je le redis, en plus je me suis refait une petite rétro là pour me préparer. Pour ça, j'ai mis une couleur. Moi, j'ai tendance à penser que cette question de l'intérêt que chaque personnage peut trouver à quelque chose est une question qui se pose chez beaucoup de cinéastes, et pas du tout chez Almodovar. C'est-à-dire, je pense qu'Almodovar est un cinéaste qui considère que, et c'est comme ça qu'il fonctionne lui-même, qui considère que, mais très positivement, j'ai presque envie de dire que tout est bon à prendre. Quand elle lui pose la question, elle lui dit est-ce que tu pourras raconter mon histoire? Elle dit est-ce que je pourras raconter? Tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que. Alors là, je vais en venir un peu parce qu'il me semble être vraiment un des messages du film. Je pense que le message principal du cinéma d'Almodovar, de plus en plus d'ailleurs, et particulièrement dans ce film, c'est que ça continue toujours, c'est que les choses continuent toujours. C'est pour ça qu'il me semble que le personnage de John Turturro est un des rares personnages, disons, pas entièrement parce qu'il ne manque pas d'empathie en vérité, et puis il dit une chose très belle à Ingrid, il lui dit t'es une des rares personnes qui sait souffrir sans culpabiliser les autres, ce qui est quand même une très belle phrase. Mais je pense que tout le discours qu'il tient, ce personnage de John Turturro, sur le changement climatique et des choses qu'on sait, je pense que ça c'est vraiment l'idée que les choses peuvent avoir une fin et qu'elles ne connaîtront pas de poursuite, disons, de prolongation, me semble être l'idée la plus contraire au cinéma d'Almodovar. Et par exemple, l'idée qu'un père ou un grand-père puisse dire à son fils ou à son petit-fils, à son fils en l'occurrence, je crois que c'est son fils, qu'il ne faut pas qu'il y ait un enfant de plus, me semble être une idée qui fait horreur à Almodovar, parce qu'il me semble que là, de plus en plus avec les années, le personnage absolument fondamental de la filmographie d'Almodovar, et ici encore, c'est la mère. Et à mon sens, qu'est-ce que raconte ce film? Ça raconte quelqu'un qui nous est présenté pendant la première moitié du film comme n'étant pas une mère, et qui en a pris son parti, mais qui en souffre, et qui finalement le devient post-mortem, mais le devient. Donc c'est là où le film, moi je trouve, est quand même, si je puis dire, enfin, pas besoin de quand même, est très beau. C'est-à-dire que Almodovar, c'est quelqu'un qui ne pense que pour lui, il y a des choses, comment dire, entre les choses, il y a toujours du passage possible. C'est pour ça que je dirais que c'est pas une question d'intérêt, c'est parce que chacun a le droit d'hériter. C'est marrant, et ça c'est pas dans le livre d'ailleurs, c'est marrant, c'est pas dans le livre. Et comme quoi, on peut dire si quelque chose n'est pas dans le livre, c'est qu'il l'a ajouté. Dans le livre, il y a ce personnage de conférencier, je très vite, c'est un personnage de conférencier, un peu odieux, un peu lui-même, tout ça. Bon. Mais c'était l'amant d'Ingrid, c'était pas l'amant de Martin. Et là, Ingrid, dans le livre, c'est l'amant comme l'une des deux. Et elle lui dit, dans le film, elle lui dit je sais pas quoi, je l'ai hérité de toi. Et en fait, c'est un cinéma dans lequel les personnages ne cessent jamais, mais tout le temps, d'hériter les uns des autres. Alors, si vous me passiez
la grossièreté ou peut-être l'approximation de ce commentaire, parce que c'est une approximation dans la question, je trouve que c'est quand même intéressant de se demander. Almodovar a été un des premiers, pas des premiers, mais enfin quand même, il y en avait quelques-uns avant, mais c'est quand même, ils ne sont pas si nombreux à être un cinéaste, homosexuel déclaré. Et bon, pour dire les choses grossièrement, il a mal enfant Almodovar. Mais la mère, l'enfantement, c'est vraiment c'est sa seule question. C'est ça, l'héritage, c'est sa seule question. Et c'est une question qui pose à la fois d'un point de vue esthétique, c'est-à-dire on a un tableau, et puis regardez par exemple, et puis je repasse la parole, moi je dis beaucoup de choses à la fois, mais regardez par exemple ce qui se passe avec les gens de Dublin et la nouvelle de Joyce. Il y a 3 occurrences dans le film, et c'est très intéressant parce que ces 3 occurrences correspondent exactement à 3. Il y a une première fois où elle est citée par Ingrid, par Martha Tilda Swinton et Ingrid, et est-ce que tu te souviens? C'est plutôt bien alors chez Almodovar, c'est quelqu'un qui n'a pas peur il affiche ses références. Il ne fait pas du tout de malin avec ça, c'est bien. Il a un côté un peu supermarché culturel, toujours chez lui, quand même, on est un peu dans la. Il y a un peu ça, mais il l'affiche. Il ne cherche pas du tout à. Il ne fait pas en sous-main, quoi. Voilà. Ça, c'est la première occurrence. La deuxième occurrence, elle regarde le film. Donc la référence de Donner revient à sa place. Et la troisième occurrence, eh ben, on peut dire que la citation est devenue vraie. La citation n'est plus une citation, elle est devenue vraie. Et je pense que c'est tout le mouvement du film, il est là. Et c'est pour ça, à mon sens, là, ce que je veux dire, on pourra essayer de l'affiner, mais c'est cette idée qui, moi, m'a totalement cueilli la première fois que j'ai vu le film, et là, je l'ai revu, et j'ai senti un peu dans la salle aussi un frisson, c'est quand on s'aperçoit que la fille revient. Notamment, qu'est-ce qui fait le frisson? C'est qu'on nous a montré une jeune Tilda Swinton 1h30 plus tôt, qui ne lui ressemblait pas du tout, qui était au contraire une fille un peu avec des bonnes joues, un peu sensuelle, tout ça. Donc on n'est pas du tout préparé à voir arriver cette personne qui est jouée par la même actrice, qui est rajeunie, enfin quand même. Et voilà, je pense que en fait, tous les films d'Almodovar, et celui-là en particulier, parce que peu importe, la généralisation, voilà, c'est limite. En fait, ce qui est très intéressant dans ce film, c'est comment. Bon, moi je dirais que c'est souvent ça dans ces films. En fait, il y a 3 personnages. Il y a Ingrid, enfin il y a Tilda Swinton 1, il y a Julianne Moore, et puis il y a Tilda Swinton 2. Et en vérité, si on prend le récit, le personnage qui, d'une certaine façon, dont on pourrait dire que d'une certaine façon, il est utilisé, c'est Julianne Moore. Parce que Julianne Moore est utilisée pour que la mère devienne finalement une mère. Elle sert de courroie de transmission, ou elle sert, ça c'est pas très élégant, mais elle sert, disons, de passeuse. Elle est là vraiment pour ça. Parce qu'à la fin, elle va dire à la fille ce que sa mère ne lui a jamais dit, et ce qui va lui permettre enfin d'avoir une sorte de réconciliation. Et là aussi, d'ailleurs, elle utilise, c'était la deuxième occurrence, le mot hérité. Parce quand elle lui écrit sur son ordinateur, elle dit « Jamais j'aurais pensé que j'aurais hérité de ta fille, même pour une journée. » Donc, et ce qui est très intéressant, si vous avez les autres films d'Almodovar, c'est que c'est toujours des histoires de mères qui, même Tout sur ma mère, c'est un film incroyable, Tout sur ma mère, c'est un film et puis il n'a pas peur de sacrifier les personnages pour ça. Tout sur ma mère, vous vous souvenez, ceux qui ne l'ont pas vu, mais je pense que vous l'avez vu la plupart, vous vous souvenez que le fils meurt dans 10 premières minutes. Ce fils qu'on nous présente un plus, comme il veut devenir écrivain, enfin, il a beaucoup de qualités, il est extrêmement prometteur, il nous est montré quand on dévoile le film pour la fois, on se dit mais ça va être son histoire, ça va être génial, ça va être tout ça. Non, il meurt dans les 10 premières minutes. Et après, ça va être toute l'histoire de la manière dont cette mère, si mes souvenirs sont bons, va quand même, d'une certaine manière, on peut dire, va redevenir mère au bout du compte, c'est-à-dire va être, le film s'attend sur ma mère, ne va pas cesser d'être mère, on va peut-être le devenir pour de vrai, à travers ce deuil, quoi. Et j'ai l'impression que c'est toujours ça qu'il raconte, c'est-à-dire qu'il prend 1000 détours, parce que c'est vrai qu'il raconte tout le temps des histoires compliquées, il prend 1000 détours et aussi 1000, comment dire, avec des personnages qu'il n'a pas peur d'utiliser, qui servent à c'est la transmission, quoi, qui sont là pour les porteurs de messages de transmission, pour finalement faire en sorte qu'une filiation, je ne sais pas si on peut dire filiation, on le dit pour le père, mais est-ce que pour la mère, enfin bon, pour faire que finalement quelque chose dans la filiation se réalise, quelque chose d'ailleurs au fond d'extrêmement simple, hein, tout simplement pour une mère d'être mère, mais il a besoin de détours. Et au fond, je pense que ce film, même s'il a le courage, parce que c'est un certain courage d'aborder un thème qui risque de devenir présent dans le cinéma, qu'il a encore assez peu, qui est l'euthanasie, je pense, pour moi, c'est pas le sujet du film du tout. Le sujet du film, c'est la maternité, comme toujours dans le film d'Almodovar, si je peux me permettre, c'est généralisé. Enfin, comme depuis très longtemps, peut-être depuis Tout sur ma mère dans le film d'Almodovar. Et c'est très beau, je trouve. Moi, ça. Alors, quand j'ai vu le film pour la première fois, c'était il y a quelques semaines,
je ne sais pas si c'est votre cas ce soir, puisque en général je fais l'effort de ne pas avoir mon téléphone avec moi, donc je ne savais pas où on était dans la chronologie du film, j'étais persuadé qu'il restait encore 40 minutes. Et que entre la fille et Martha, et Ingrid décidément, il allait, que quelque chose allait un peu qu'on était un peu dans une sorte de remake de Vertigo en gros, il y a la deuxième femme qui arrive et puis à partir de là il va se... Et en fait non, le film s'achève là. Parce que le travail a été fait, c'est aussi ce qui rend les films de Almodovar satisfaisants, c'est qu'entre le début et la fin, il y a quelque chose qui s'est accompli. Quoi. Monsieur, je crois qu'il est mal, je vous laisse le micro comme ça, vous pourrez acheter. Je voulais juste dire que cette écrivaine, elle est quand même un peu suspecte pour moi. D'ailleurs, je suis comme l'officier de police, j'aimerais bien l'interroger. Très bizarre cette scène. Cette scène m'a mis très mal à l'aise. Très mal à l'aise. Très bizarre. Oui, complètement, un peu hors sujet même. Ouais. Enfin, l'occasion je sais pas, de nous faire douter de cette femme écrivaine. D'ailleurs, elle hérite, puisque Martha lui donne son appartement. Et elle donne à sa fille. Et on a l'impression qu'elle va usurper la fille. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et nous qui ne sommes pas aussi riches, moi je peux vous dire que c'est 2 fois que je le filme, à chaque fois que j'entends la réplique, je me dis, moi c'était là, je me dis, mais comment tu partages les deux Ouais. Voilà, Oui, elle parce que, s'en fiche. enfin, aux États-Unis, on a le droit de déshéréditer un enfant, donc c'est pas la même chose. Oui. Mais là, je trouve qu'elle est quand même suspecte, comme tous les écrivains, ils se nourrissent toujours de l'histoire d'un autre. Oui, mais je pense que pour Almodovar, il n'y a pas de suspicion à cet endroit. C'est vraiment au contraire, je pense qu'il considère que c'est le devoir même d'un artiste que de. Alors pourquoi elle se jette sur son ordinateur là pour raconter cette histoire? Le corps n'est pas encore froid, qu'elle est déjà en train de... Ah ben elle lui écrit. En plus, elle s'adresse à elle. C'est un témoignage. Non mais Moi, je pardon, pense qu'elle a je peux pas, c'est bête de vous répondre comme ça, mais moi c'est pas du tout ma vision du film. Ah ouais? Non, mais on peut avoir chacun sa vision. Et la scène dans le commissariat est très étrange. Et peut-être qu'il y a on pourrait invoquer 3 raisons. Je pense qu'il y en a une qui est qu'Almodovar n'est pas toujours très à l'aise avec la langue anglaise, et c'est vrai que ça se sent toujours, quand un cinéaste travaille pas dans sa langue, ça se sent. Et là, je trouve que ça se sent un peu parce que c'est une scène qui se trouve très américaine, quoi. L'interrogatoire, le flic musclé et tout, ça passe pas bien. La deuxième chose, c'est qu'il a peut-être voulu à ce moment-là un peu, disons, faire un petit commentaire un peu contemporain sur, vous voyez, le rapport à l'euthanasie, le fanatisme religieux, voilà, c'est un peu sur la soupe. Et la troisième chose, et ça vient de l'entretien que j'ai lu, parce que pour lui, ce que raconte le film, c'est pas simplement cette transmission à travers Julianne Moore dont j'ai parlé, c'est qu'il pense aussi que le personnage de Julianne Moore hérite vraiment, enfin c'est pas l'heure qu'il en rire en l'occurrence, mais hérite vraiment de la force qui est celle de Martha. Et il me semble que cette scène, elle serait là pour démontrer que désormais, cette femme qu'on a vue quand même très disponible, vous avez vu au début, elle veut signer pour tout le monde, elle est très disponible, elle a limite à se faire marcher sur les pieds, mais là maintenant, elle est carrée, elle sait son truc, elle est totalement convaincante dans son mensonge, et que peut-être c'est pour nous dire, voilà, elle a quand même, elle ne sert pas juste d'intermédiaire entre lui et sa fille, elle a aussi quelque chose en plus. Mais cette scène, d'ailleurs, je ne comprends absolument pas pourquoi à la fin elle dit le jeune homme a assisté comme si elle avait été vraiment maltraitée, donc il lui pose des questions un peu suspicieuses, et je ne comprends rien à cette scène. Alors, ensuite, à l'arrivée de l'avocate qui sort. Moi, je ne prends pas une seule seconde à cette avocate. Mais bon, c'est pas grave. Mais il y a des trucs bizarres dans le film. C'est des trucs bizarres. T'es d'accord Ah oui. Cette avocate. Oui, puis et puis vous la avez piste, remarqué. elle est abandonnée. Enfin, cette question-là de l'enquête, après, Oui, vous avez remarqué qu'à quelques moments, il y a aussi quelques acteurs qui ont une pointe d'action espagnole. Le très beau, le coach, il dit un peu des exercices. Bon. Je pense que ça, c'est comme ça a été tourné en Espagne, et puis des histoires de coproduction et tout. Mais parfois, ça coince un tout petit peu. Quoi. Alors, monsieur devant, je crois. Oui, pardon, monsieur. Oui. J'ai été impressionné par rapport à la technique de prise de vue, aux nombreux gros plans sur les portraits, les visages des personnages dans la grande première partie qui donne une intensité énorme. On va parler d'éclairage, et on voit au fil du film finalement que les gros plans arrivent à la
la fin, puisqu'on découvre la maison, on découvre les visages, on découvre un lac. Une grande partie du film est intense par rapport à la prise de vue. Il y a beaucoup de gros plans aussi, on parle très bien, il y a beaucoup de gros plans sur Tilda Swinton en particulier, puisqu'il y a une actrice, souvent, moi je suis souvent un peu réservé, mais là je la trouve extraordinaire dans ce film, parce qu'elle arrive à jouer à la fois tout le temps la faiblesse, enfin la douleur et l'humour, et puis elle parle beaucoup, elle parle vraiment beaucoup. Donc il y a beaucoup aussi de plans tout simplement sur elle. Oui, c'est vrai, les gros plans sont très importants. Alors ce qui est un peu étrange, c'est que le film est en cinémascope, qui est plutôt pas un format. Le cinémascope, c'est l'écran large, donc c'est plutôt pas tellement un format pour le visage. Ça veut dire que vous avez quand même beaucoup d'espace à droite et à gauche de la tête. Mais effectivement, il y a beaucoup de gros. Monsieur. Oui, je voudrais juste revenir sur ce qu'on disait juste avant, sur la scène avec le policier. C'est moi, c'est drôle parce que nous, on l'a pas du tout ressenti de cette manière-là. Enfin, moi, je l'ai pas du tout trouvé raté. Et c'est un aspect qu'il y a dans beaucoup de films d'Almodóvar aussi. Et en tant qu'espagnol, parce que ma compagne est espagnole, c'est un aspect qu'on aime beaucoup au cinéma. C'est qu'il y a aussi presque toujours des messages politiques dans ces films très forts. Je crois que c'est dans Madres Paralelas, les mers parallèles, où il parle de la question de la fin de la dictature, du franquisme, du travail de mémoire qui est très peu fait en Espagne. Oui, mais justement, pardon, avec Mathias, on se disait avant la séance que c'était un de ces rares films à évoquer vraiment le franquisme, avec un peu la mauvaise éducation. Mais, pardon, je vous ai... Oui, tout à fait. Et moi, la scène avec le policier, je l'ai plutôt vue comme un message d'actualité, comme vous avez dit, sur la montée de l'extrême droite aux États-Unis. Je ne sais pas si Trump avait déjà été réélu, je ne pense pas quand le film a été tourné, mais c'est un vrai sujet, l'euthanasie, le fanatisme religieux, comme il dit. Enfin, moi, je trouvais ça plutôt intéressant. Voilà. Non, c'est... Ah oui, et en plus en Espagne, la loi sur l'euthanasie vient d'être votée il y a quelques mois. C'est-à-dire que c'est désormais légal? Oui, c'est... Alors il y a quand même des... Enfin, oui, en gros. Donc moi je trouve ça intéressant. Non mais d'ailleurs, ce que vous dites me permet de m'apercevoir que je pense que je force un peu la note concernant... j'ai forcé la note un peu concernant le personnage de John Turturro. Parce que Almodóvar, qui je pense, moi je pense que c'est, comment dire, je pense que c'est quelqu'un de très bien sous tout rapport, ça se voit dans ses films. C'est des films où les gens sont des gens, les gens sont bons. Donc je pense qu'Almodóvar n'est pas du tout du genre à vouloir rigoler avec le réchauffement climatique, des choses comme ça. C'est des sujets qu'il prend évidemment au sérieux. Je pense que c'est quelqu'un de très consciencieux. Et en même temps, quelqu'un qui tient un discours qui consiste à dire tout va finir et donc il ne faut surtout pas vouloir prolonger, je pense que c'est quelque chose qu'il a du mal à entendre. Voilà. C'est aussi pour ça que je trouve aussi que le personnage de John Turturro, il est bizarre pour moi. Parce que on ne sait pas tellement en fait sur quel pied danser par rapport à lui, je trouve. Il est plein de sollicitude, il fait toujours ce qu'il faut faire, et en même temps, il est un peu pincé, il est un peu, comme il dit lui-même, il est un peu monomaniaque, c'est étrange. S'il existe absolument dans le bouquin, d'ailleurs il est même d'une certaine manière plus développé, parce que le livre commence presque, je crois, en tout cas dès les premières pages, elle assiste à une conférence, et là c'est une dizaine de pages là-dessus, sur le fait qu'elle ne comprend pas l'intérêt de cette conférence, parce qu'en gros dans cette conférence, il ne fait que redire une chose qu'il a déjà dite dans un article que beaucoup de gens ont lu, et sans doute dit à tous les gens qui sont à cette conférence. Donc pourquoi vouloir dire par oral en plus une chose qu'on a déjà dite qui est sinistre, qu'il n'accepte pas les questions et qu'elle guette un peu les réactions des uns et des autres à la sortie de la conférence. Ici c'est assez développé, sauf que c'est son amant à elle et c'est pas un amant qu'elles avaient eu en commun. Si, il a été là. Et c'est un beau livre, hein. Ouais, il me semble que la question quand même des fantômes ne peut pas être complètement évacuée du film. Il y a trop de plans quand même où on voit des gens filtrés, quoi. Non, mais incontestablement. Et puis, moi, j'en suis même venu à lui demander s'il ne s'amusait pas à nous dire le fantôme n'est pas celle que vous pensez. Peut-être que c'est inversé, parce que moi, j'ai vraiment eu le sentiment qu'il y a deux caractères, deux natures humaines très très différentes, non pas qui se confrontent, mais qui vont s'entraider, qui vont se vivre ensemble, mais il y en a une qui est quand même beaucoup plus forte, qui a mené une vie extrêmement puissante, on pourrait dire, et que l'autre, est là plus pour sans doute pour la rapporter plus tard, quoi.
Elle est un peu à son chevet, mais comme un écrivain, ou comme quelqu'un qui, elle, n'a peut-être pas vécu toutes ces guerres, etc., toutes ces tragédies. Donc il y en a une qui est peut-être plus vivante, ou qui a mené une vie plus vivante que l'autre. Alors, je vois. Alors, il y a une spectatrice dans la salle qui est comme moi, qui exprime beaucoup sans les mots, c'est absolument magnifique. Vous avez l'air un peu perplexe. Ah, c'est pas à vous, je pensais, c'est derrière. Mais allez-y, madame, peut-être. D'accord. Avant que je ne réponde. Je sais pas, il me semble quand même qu'ils évoquent les folles soirées avec son amant quelques années avant, sa vie à Paris, le fait qu'elle ait voyagé, elle semble avoir du succès aussi au départ avec la grande file de. Donc, à mon avis, elle a une vie aussi vivante, un peu différente, mais je sais pas si on peut vraiment opposer la complétude de leur vie l'une à l'autre. Mais pour moi, la question, je suis plutôt d'accord avec vous, mais la question, je pense, se pose quand même. À la fin du film, je me suis dit, Almodovar, c'est lequel des deux personnages? Lui, il s'identifie plutôt à qui? À la personne qui transmet ou à la personne grâce à qui la transmission se fait, hein? C'est-à-dire la personne qui transmet, c'est plutôt quelqu'un qui a à transmettre, donc qui aurait accumulé, vécu, hein? Donc Martha, ou la personne à qui on transmet, plutôt Ingrid. Et je sais pas, en fait, et peut-être que ça fait partie aussi de l'intérêt du film, que peut-être c'est pas clair, enfin, qu'Almodovar se voit peut-être pas clairement, plutôt à travers l'une, plutôt à travers l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a des choses entre ces deux personnages. Il y a l'opposition que tu dis, le contraste que tu dis, et en même temps, pour moi, il y a beaucoup d'incertitudes à ces endroits-là. Pourquoi? D'abord, je l'ai un petit peu dit, le côté reporter de guerre, ça passe pas du tout. Quand elle nous dit dans la librairie les Bosniaques face à l'extermination, je trouve ça un moment presque gênant. Je trouve que ça passe pas du tout dans le film. Ça, c'est un aspect. Elle écrit, Julianne Moore, on ne sait pas du tout ce qu'elle écrit. On ne sait pas si c'est un roman ce qu'elle écrit. On dit vous avez écrit ce roman, vous avez écrit ce livre pour vous habituer plus à l'idée de la mort. Bon, ça, on ne sait pas si c'est un roman ou un essai. On sait qu'elle a du succès, oui, mais de toute façon, ces gens, on baigne de toute façon, les marqueurs sociaux sont tellement montés au maximum qu'on ne peut pas savoir en fait en termes de réussite, quoi. Et c'est vrai qu'elles évoquent leur frasque passé, on comprend que l'une et l'autre participaient, c'est vrai. Mais vous avez vu dans la discussion, c'est pas inintéressant la discussion qu'elle a Julianne Moore, Ingrid avec John Turturro, où elle lui dit, tu te souviens, ça me manque quand même l'époque où on buvait, on était pété et on baisait. Et elle répondait, ouais, c'était surtout toi. Il lui dit, ah bon, toi peut-être pas, mais en tout cas, si tu le faisais pas, tu faisais bien semblant. Donc pour moi, la question quand même se pose dans le film de, est-ce que la vitalité est plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre? En termes de jeu et en termes d'incarnation, il est clair que celle qui est porteuse encore de vitalité, c'est Julianne Moore. Elle est beaucoup plus... Forcément, elle n'est pas malade, déjà, par définition. Elle est très souriante, elle est très attentive, elle est très active, elle se propose à ceci, elle se propose à cela. Et l'autre, elle est en train de mourir, donc forcément, elle a peut-être beaucoup vécu, mais là, par définition, elle vit un peu moins. Mais pour moi, cette question, elle est dans le film, parce qu'elles sont vraiment traitées totalement à égalité dans le générique, à égalité dans l'importance du truc. Donc je ne sais pas, en fait, si Almodovar se verrait plutôt comme un passeur d'histoire, simplement, comme quelqu'un qui dit « Oh ben moi j'aime Edward Hopper, j'aime James Joyce, j'aime John Huston, j'aime Virginia Woolf, et puis je vous fais avec tout ça, je me fais ma propre... modestement, parce qu'il y a une vraie modestie chez lui aussi, que j'aime beaucoup. » Ou est-ce qu'il se voit comme un artiste, c'est-à-dire comme quelqu'un qui donne aux autres, ou est-ce qu'il se voit comme un... Et ça, le film permet pose cette question, je trouve. Mais pour revenir au thème du film, c'est quand même la mort. Et moi, je crois qu'il joue avec ça, justement, sur les représentations de la mort, des transmissions, des fantômes. Qu'est-ce qu'on transmet? Ce que les gens perçoivent de nous, enfin, etc. Je crois qu'il joue en permanence avec ça. Oui, la mort, le film est quand même très peu morbide. Ah non, justement, mais justement, c'est très joyeux parce qu'il joue vraiment. Oui, le film reste, mine de rien, assez joyeux. Il n'appuie pas du tout sur la... Elle évoque, Tilda Swinton, elle évoque ses douleurs. C'est drôle parce que c'est pas drôle, mais elle évoque les douleurs et elle évoque les vomissements. Et c'est pas elle qui vomit. Donc là, parce que c'est pas le problème. C'est vraiment une vision. C'est vraiment les questionner justement sur la mort, quoi. Oui. Et puis la manière de l'envisager, la manière de le traiter, avec tout
l'amour, tout ça, la transmission. Et moi, là, j'ai pensé au moment où vous parliez de transmission entre les deux femmes, mais je pense c'est le testament qu'elle lui fait avec l'appartement entre elle et sa fille, mais je pense c'est une délégation. Elle dit, je te donne ma fille, je te transmets toute ma vie. Il y aurait une autre peut-être, pour aller j'espère que c'est un peu dans la continuité de ce que vous dites, il y aurait une autre question une autre manière de poser la question. C'est que souvent je me demande si Almodovar considère qu'il y a une vraie transmission qui serait celle de la génération, de l'enfantement, et que cette transmission, elle a une... Est-ce que chez Almodovar, il y a une différence et peut-être une préférence? Mais j'aurais tendance à répondre non, mais je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il fait vraiment une différence entre l'enfantement au sens biologique du mot, je suis enceinte, qui est quand même une phrase qu'on entend quasiment dans tous ces films. Est-ce qu'il fait une différence entre ce type d'enfantement-là et un enfantement un peu plus métaphorique, qui est la transmission des histoires, le rapport à la citation, voilà, un enfantement, disons, métaphorique et culturel. Voilà. Est-ce que, pour lui, tout ça, au fond, c'est la même chose? C'est la même chose. Hein? Moi, je pense que oui. Ou est-ce que... Voilà. Ça se veut universel. Oui, mais quand je dis la même chose, c'est quelqu'un pour qui, en gros, être la mère d'une histoire, ce serait comme être la mère d'un être humain. Voilà, ce qui quand même n'est pas du même ordre, mais est-ce que pour lui c'est du même ordre? Voilà, et je dirais, est-ce que pour lui c'est du même ordre en tant que quelqu'un, dites-moi si vous trouvez que je suis en sujet, même disons outrageux, en tant que quelqu'un qui a une sexualité qui fait que lui-même n'a pas d'enfant, n'est pas personnellement, je dirais, je n'avais pas confronté, c'est pas le mot, mais n'a pas personnellement cet accès à ça. Voilà, et c'est une question que je me suis posée souvent. Oui, mais justement, il fait pratiquement adopter sa fille, et lui pourrait faire. Mais si vous suivez, par exemple, Madresse parallèle dont on parlait, que j'ai revu, quand même une histoire, mais totalement d'abrantex, comme disait. D'abord, ça non plus, c'est pas dans le livre, et c'est ajouté là, et la question de l'enfant est changée. Elle le dit, j'ai tellement, je la reconnais tellement comme ma fille, ou je me reconnais tellement peu comme mère, disons, que j'ai cru qu'elle avait été échangée à la naissance, d'accord? Madresse parallèle, ça raconte ça. C'est deux femmes qui se rencontrent à la maternité, pardon, je vous gâche un peu, mais enfin vous l'avez sans doute vu, et dont on va comprendre a posteriori que les enfants ont été échangés. Et comment on va le comprendre? C'est assez spécial quand même, il n'y a pas peur. D'abord, on va le comprendre, il va y avoir un premier soupçon, justement parce que Pénélope Cruz, elle voulait être mère, mais elle va être mère d'un type qui est marié, qui a sa vie par ailleurs, et sa femme est malade d'ailleurs, d'un cancer, quoi. Donc ils ne vivent pas ensemble, mais quand ce type vient rendre visite à sa fille, elle se dit, mais il y a un problème. Et elle s'attend à une réaction, elle ne s'attendait pas à ce type de réaction. Et donc, le type dit, bah oui, c'est vrai, je pense que c'est pas ma fille. Je pense que c'est pas... Il dit, et d'ailleurs, il évoque la ressemblance dans un deuxième temps. Il dit, je sens pas. Je sens pas, je pense que c'est pas ma fille. Bon, ok. Donc, Pénélope Cruz, d'abord, elle se met en colère. Elle dit, qu'est-ce que ça veut dire que ça? De quoi tu me soupçonnes? Je n'ai couché qu'avec toi, donc c'est pas du tout... je suis pas volage et tout. Donc, elle fait un test qui lui permet de comprendre que, avant même de savoir si lui est le père, déjà, elle, c'est pas la mère. Donc, voilà. Ok. Elle comprend donc que, selon toute vraisemblance, les deux enfants ont été échangés. Elle ne dit rien. Elle change de numéro de téléphone carrément pour qu'on puisse plus la joindre. Et puis un jour, tout cela, c'est très compliqué. Et un jour, elle croise l'autre mère et elle lui dit, mais comment va ta fille? Parce que c'était deux filles, je crois. Comment va ta fille? Et elle est morte. Il est quand même gonflé, le gars. Elle est morte. Comment elle est morte? Je sais pas quoi. Tu l'as revu aussi, hein, Mathias, c'est une espèce de mort subite du nourrisson, un truc comme ça. Ok. Donc, à ce moment-là, gros cas de conscience pour Pénélope Cruz, est-ce que je lui dis que, en fait, ton bébé n'est pas mort parce que c'est moi qui m'en occupe? Donc, il va y avoir toute cette espèce de chemin. Et en effet, en parallèle, si je puis dire, parce que le film s'appelle Mère parallèle, il y a cette question qui est, comme souvent posée chez Pierre Almodovar, et posée au tout début, mais reviendra plus à la toute fin, qui est de l'ouverture d'une fosse. L'ouverture d'une fosse qui date du franquisme, qui permettrait à Pénélope Cruz et à sa famille d'identifier enfin, plutôt des femmes d'ailleurs, des femmes et des hommes, mais plutôt des femmes, je pense, des gens qui ont été des victimes du franquisme et qui, comme beaucoup, sont des victimes qui n'ont pas été identifiées, quoi. Donc, c'est toujours des scénarios généalogiques, mais alors d'une complexité. Et en fait, dans Madresse parallèle, ce qui est vachement intéressant aussi,
c'est qu'à la fin, Pénélope Cruz, finalement, enfin pas à la fin, mais à la moitié, elle laisse tomber cet enfant, elle redonne à sa mère cet enfant, parce que c'est le sien, bon, ok. La fosse va être ouverte, donc cette histoire va enfin, cet héritage-là va enfin pouvoir se faire, et on apprend subrepticement, parce que c'est vraiment au passage, que elle, Pénélope Cruz, et ce type avec qui elle croyait avoir un enfant, mais en fait elle est nouveau enceinte, là tout va bien. Mais cet événement qui au début du film était un événement totalement énorme, là passe comme une lettre à la poste, quoi. Donc cette manière qu'il a toujours de croiser les généalogies, disons, biologiques, historiques, culturelles, c'est complètement... c'est toujours des histoires de greffe, de trucs, de machin, de ça se transmet, on retrouve, puis en fait, moi je trouve ça assez fascinant, je dois dire. Et il y a la même chose, si vous vous souvenez, c'est très beau aussi, je vais essayer d'être bref, c'est très beau comment ça se fait dans Douleur et gloire. Vous vous souvenez de Douleur et gloire, c'est l'histoire d'un cinéaste qui est en crise, parce qu'il est malade, et puis on comprend qu'il a une crise générale, ça va pas bien pour lui, et puis bon, il pense qu'il est trop faible pour faire un film. Il renoue, parce que c'est toujours renoué, il renoue avec un acteur avec qui il s'était fâché 30 ans plus tôt sur un tournage. Parce que l'acteur n'avait pas joué comme il voulait jouer. Il renoue. Et puis en plus, l'acteur, à cette époque, était drogué. Mais en renouant avec cet acteur, lui-même retombe un peu dans la drogue, mais il va lui faire cadeau d'un texte que l'acteur a lu en cachette, une sorte de monologue de théâtre, qu'il décide quand même de lui donner, alors qu'il ne voulait pas, en lui disant ok, tu vas le jouer au théâtre, mais je ne veux pas qu'on sache que c'est moi qui l'ai écrit parce que c'est trop personnel. Il le joue au théâtre, l'acteur joue le truc au théâtre, ça marche super bien. Le cinéaste, pendant ce temps-là, replonge un peu plus dans la drogue, donc ça va là, en l'occurrence, on va dire que ça ne va pas bien, que là, cette transmission ne fonctionne pas bien pour lui. Mais un jour, un type va voir cette pièce et reconnaît que c'est aussi son histoire qui est racontée, parce que c'est une histoire d'amour entre deux hommes. Et donc, il va retrouver le cinéaste en disant « Ah, on s'est pas vu depuis 40 ans, mais j'ai vu cette pièce, ça ne me rappelle pas. » Donc là, encore une fois, par une espèce de détour, on renoue, et tout ça va redonner l'énergie suffisante à ce cinéaste pour se remettre au travail. Enfin, c'est très... Bon, on peut dire qu'en même temps, tous les récits, c'est toujours des histoires de détour, mais lui, il est particulièrement, je dirais, pas tordu, mais oui, au bon sens du terme, c'est toujours coudé comme ça pour finalement que le truc le plus simple, d'une certaine façon, advienne. Et dans le même ordre d'idée, je trouve que dans ce film, c'est un peu ça, en fait. Julianne Moore, c'est la tendresse, ce serait la maternité, en fait. Elle a tout le care en elle, et on n'entend pas parler d'enfant, comme si l'enfant était tombé avec la mauvaise mère, celle qui est reportée un nucléaire, qui est complètement androgyne et qui est coiffée comme Cary Grant. Et les moments de tendresse, si tout à l'heure j'opinais un peu, c'est qu'on se demande quand même toute cette tendresse qui s'est passée entre ces deux femmes, pourquoi elle est partie, Julianne Moore. Et d'ailleurs, on n'a aucune idée de la temporalité de leur affaire avec John Turturro, peut-être qu'ils ont été tous les trois ensemble, là j'extrapole, j'en sais rien, mais c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer, et puis finalement l'enfant est tombé avec la mauvaise mère, celle qui n'était pas maternelle, et puis les choses se remettent dans l'ordre à la fin, puisqu'elle hérite de l'appartement, de la fille, et il n'y a pas de question de partage, puisque finalement ils vont faire famille, et alors, quelque chose est recréé. Non, alors moi je suis absolument d'accord avec vous, et d'ailleurs on peut se poser la question, pourquoi l'une, si je peux me permettre, nous bassinerait avec son histoire, et pourquoi l'autre, elle, on se pose jamais la question. Vous avez raison, tu as eu des enfants, tu t'es marié, tu voulais en avoir? Jamais. Alors, mais je ne fais que redire ce que vous avez dit. Si on a une qui projette une image maternelle, il est bien évident que c'est Julianne Moore. Oui, absolument. Féminine. Alors que l'androgynie, le fait d'avoir choisi Tilda Swinton, c'est pas un hasard. Elle est extrêmement androgyne. Mais elle le dit d'ailleurs, puisqu'elle dit, elle dit en fait, ce qui a manqué à ma fille, c'est davantage une image maternelle. Donc elle sous-entend ce que vous dites là. Mais la petite nuance que je ferai par rapport à vous, c'est que je ne pense pas qu'à la fin, en gros, Julianne Moore remporte la cagnotte, si on peut dire. Pour moi, Tilda Swinton, elle est toujours présente, la preuve, c'est la même actrice. Donc, c'est ça l'effort aussi à Almodovar, c'est-à-dire qu'il évacue les personnages, mais il les évacue jamais vraiment. Hein, encore une fois, il n'a pas peur de tuer des personnes. Enfin, je veux dire, là-dessus, on pourrait parfois l'attaquer même en disant mais attention quand même, tu vas hein, dans l'utilitarisme narratif. Mais là, pas vraiment, parce que certes, c'est plus la mère, mais c'est la fille. Mais malgré tout, comme c'est la même actrice, bon, mais il y a une sorte de... Oui, et peut-être elles vont faire famille, ou peut-être elles vont se mettre ensemble, effectivement. Peut-être qu'il y a quand même un scénario, on va dire, homosexuel qui se met en place, et on sait aussi d'ailleurs que ça c'est pas simplement un truc sexuel, c'est que c'est aussi dans les histoires, au bout du compte, bon, bah, quand on s'est débarrassé du mauvais côté de la génération, bon, bah, les femmes continuent leur propre lignée de leur côté.
Il y a cette possibilité-là, elle existe. Mais c'est vrai que c'est très étonnant. Pourquoi Julianne Moore, elle ne nous raconte pas, effectivement, et ça ce serait peut-être aussi intéressant, parce que par rapport à la première scène, où ce sont quand même deux jeunes femmes qui viennent la faire dédicacer. Et donc, effectivement, tout de suite, le rapport entre elle et des jeunes femmes, donc un rapport potentiellement maternel, et d'ailleurs, oui, je suis absolument d'accord avec ça. Il y a un truc très étrange dans l'échange des places. Oui. Et on nous laisse supposer qu'elle écrit des romans pour femmes, des choses un peu. Enfin, je sais pas, quand les gens font la queue, son éditrice s'étonne qu'il n'y ait pas que des femmes, pour une fois. Ah oui, c'est la copine. Non, c'est la copine. Mais oui, vous avez raison, c'est la copine qui, avec un petit clin d'œil, lui dit tu attires du monde et pas que des femmes. Mais d'ailleurs, dans l'histoire qu'elle veut raconter, qui a déjà fait l'objet d'un film, je crois, qui justement s'appelle Carrington, l'histoire qu'elle veut raconter, c'est un peu ça, puisque c'est une espèce d'histoire entre Dora Carrington, enfin, une histoire, disons, de couple à trois, mal apparié, entre histoire homosexuelle et histoire hétérosexuelle. Donc effectivement, je pense que c'est un truc très important dans le film. Ouais. Moi, je suis toujours content de ces discussions. On trouve des trucs que personne ne trouvera après. Et on peut revenir à la maison comme dans le film, se faire des bonnes locations à Airbnb, à 8 000 € la sieste. Et... On n'a pas entendu les mêmes mails ce soir? Parce que j'ai un homonyme qui est là souvent donc, et qui intervient ce soir, mais fais comme tu veux. Hein. Sur la soirée, tu pensais que c'était Mad Max, et là, bon, c'est les femmes, les rectos sont d'accord. En fait, je n'ai pas vu beaucoup d'Almodovar, j'en ai vu que 2, et il y en a un, c'était il y a 20 ans, donc voilà. Il y avait une information que j'avais trouvée intéressante, et après j'ai compris que c'était totalement faux, qu'à un moment il y a eu ce qu'on appelle une calavera, qui est une tête de mort mexicaine avec des fleurs dessus. Et je me suis dit, mais c'est peut-être un lien avec cette idée de fleurir la mort, de faire une mort colorée et joyeuse, et qui est aussi mexicaine. Et après, je me suis rappelé. En plus, c'est une très belle expression, ça, fleurir la mort, je pense. Ouais, et après je me suis rappelé que Almodovar est pas du tout mexicain, donc mais c'est peut-être son film américain. Bon, il y a peut-être, je sais pas, peut-être on peut faire une espèce, sans vexer, peut-être une espèce de ligne comme ça, disons, latino. Ah, ce serait ouais, je pense qu'il y a ce serait, en avis, c'est faisable. Et la deuxième réflexion que je m'étais dit, mais après j'ai aussi vérifié avec la filmographie de Fritz Lang et de John Ford pour voir que c'était on y va. Complètement faux, mais en fait c'était la dernière fois que j'étais venu ici c'était pour voir c'était pour voir toi c'était pour voir c'était hier non encore non pardon c'était avec Homme de Zemeckis où je m'étais dit mais c'est hier ouais pardon c'était il y a la semaine dernière oui, c'était dans la salle 3, mais voilà, c'est ici dans la... Oui, avec les autres habitués. Et où je m'étais dit, mais il y a vraiment beaucoup de réalisateurs qui sont très âgés, qui font des films maintenant, on n'a pas pas cette... c'est peut-être une nouvelle époque au cinéma, on n'avait pas cette... Les gens sont plus vieux. Eastwood a sorti son film quand même à 94 ans. Ouais, et... Qui est aussi l'histoire notamment d'une femme enceinte, qui d'ailleurs au début du film, je ne sais pas si vous l'avez vu, le film d'Eastwood, tu l'as vu toi? Parce qu'elle est enceinte, elle va accoucher bientôt, elle dit à son mari qui revient du boulot, elle lui dit qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Elle dit je suis allé faire depuis 94 fois. C'est hyper marrant parce qu'il a 94. Bref. Non, mais ça c'est un truc biologique pour le coup, enfin démographique, je sais pas comment dire. Les réalisateurs, tout le monde vit plus vieux. Ouais, et après. Je me permets d'avoir des Lelouch, là, il y en a encore plein. Ouais, et je m'étais rendu compte qu'en fait, Fritz Lang et John Ford, eux aussi, ils avaient déjà sorti leur dernier film quand ils étaient très vieux. Donc après, je me suis dit, finalement, c'est peut-être pas si significatif. Almodovar, il a 75 ans, là. Il n'est pas un petit peu. Voilà. Enfin, c'est 15 ans après l'âge de la retraite. Eastwood 94, comment il s'appelle, Oliveira, il est allé au-delà de 100 ans. Godard, il a jusqu'à 90 ans. Et on ne parle pas de Godard, on ne parle pas d'une maison personnage, d'une discussion, d'un plat de couleur, on ne parle pas du mépris à un moment en voyant ce film. Pourquoi madame, je m'agresse? Je me viens jusque là et je me fais agresser. Je suis venu là pour parler sympa, j'avais un autre truc prévu. Non, pardon, excusez-moi, c'est une parle de Godard. Mais non, mais j'étais obligée de penser au mépris avec l'importance de la maison, justement. Oui. Et puis l'omniprésence de la musique aussi. Il n'y a pas la mer, et ça manque un peu. Bon. Il y a de l'eau quand même. Il y a un petit peu de l'eau. Il y a une piscine et semble-t-il autre chose. Mais même l'omniprésence de la musique, pourquoi il y a tout le temps cette musique? La musique est très présente.
Très Mais, présente. Et la conversation, les aplats de couleurs, enfin, on est obligé d'y penser sans que ce soit le même. Toute petite remarque pour la musique, certes insignifiante, mais pour voir si elle est partagée. J'ai remarqué une petite similitude, alors je suis pas du tout musicien, avec la musique de Parle avec elle. Oui, je crois que c'est Alberto Iglesias qui fait toujours la musique de ses films. Alors, il utilise la musique. Alors, effectivement, il fait un truc qui se fait plus tellement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a de la musique, même dans les scènes parlées. Ça se faisait beaucoup dans le cinéma hollywoodien, où il y avait presque, il pouvait y avoir des films, la musique était quasiment du début jusqu'à la fin, comme une espèce de fond, un peu comme ça, pas d'ambiance, mais oui. Alors que dans le film, Martha dit qu'elle n'aime pas écouter de la musique. Qu'elle n'aime plus. Ingrid lui qu'elle n'aime plus écouter de la musique, oui. Elle dit non, ça me déconcentre. Ça me déconcentre. Alors que nous, on en a plein les oreilles. Oui, elle dit qu'elle n'arrive pas à écouter de la musique. Oui. Des toutes petites remarques, mais à ce moment précis, Almodovar arrête la musique. Elle dit ça dans le silence. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais musicien, dans la réplique, il arrête la musique. À ce moment précis, elle dit parce que je pense qu'il est facétieux comme elle aussi. Et ensuite, la musique reprend, la scène suivante où Ingrid est dans son lit. Mais la musique, elle est pas. Elle est, comment dire, la bande originale est longue, mais elle n'est pas non plus, je veux dire, elle n'est pas tonitruante, il n'y a pas de. Si, vous avez l'impression qu'il y avait parfois, disons, un peu de soupe, un peu de sauce musicale. Un petit peu quand même. Ça nappe un peu. Ça nappe un peu, ouais. Non, mais c'est un peu. Enfin, on ne l'a pas vraiment dit comme ça, mais c'est un beau film quand même, non? C'est un beau film. Non, qu'est-ce que vous en avez pensé? Non, c'est juste par rapport à la musique, je trouve que les actrices sont tellement des espèces de. Enfin, moi, je pourrais les regarder, vous avez raison, je pourrais les regarder. Elle jouer pendant des heures, elle porte le truc tellement bien que, en fait, la musique je trouve un peu sirupeuse à des moments. Je me suis dit, en fait, elles n'ont pas besoin de ça. L'intensité émotionnelle, elle n'a pas besoin de musique comme ça, qui aplatit, qui adoucit quelque chose pour que elle soit sublime et qu'on ressente ça. À certains moments, j'ai la même impression que vous. À d'autres moments, la musique me paraissait plus opportune. Mais c'est vrai qu'elle est un peu. On se demande ce qu'elle soutient, en effet. Est-ce qu'elle est censée soutenir, alors que les actrices comme Vic, ils se soutiennent très bien, et le film soutient très bien tout ça. Ouais, je suis d'accord. Ça ne misait pas. Non, mais c'était peut-être pas nécessaire. Une petite économie qui aurait permis d'acheter 3 meubles. Toujours ça de prix. Hein. J'ai trouvé quand même que parfois c'était limite rustique. Hein. Oui, peut-être qu'elle apporte de la fluidité aussi, la musique avec le violoncelle, parce que je trouve que le film est vraiment basé pour moi sur les complémentaires. C'est un jeu de complémentaires entre les deux femmes. En plus, ont des vies justement qui sont complémentaires, c'est-à-dire que Ingrid, elle est dans l'introspection, comme en étant romancière, c'est sa vie intérieure qui est prise. Alors que Martha est dans la vie extérieure totalement. Voir la guerre, c'est se confronter au réel. Et en fait, leur parcours s'inverse, c'est un échange. C'est-à-dire que Martha, presque, elle met en scène sa propre mort. D'ailleurs, quand elle dit qu'elle va sur le dark web et qu'elle se sent une criminelle, elle a un peu l'impression de rentrer dans un scénario, de se faire un scénario comme ça. Et Julianne Moore, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'elle est obligée de sortir du roman et elle est confrontée au réel, mais elle le prend en pleine figure. Oui, c'est un peu le réel, elle est tabou. Absolument, c'est ce que tu disais en commençant, Mathias, sur l'une qui est plutôt fiction et plutôt documentaire, et je suis absolument d'accord. Je pense qu'en effet, il y a un échange. Et d'ailleurs, elle emploie, dans un film, c'est jamais neutre, en tout cas, chez un cinéaste de cette trempe, c'est sûr. Justement, je ne sais plus à quel moment, donc Tilda Swinton dit à Julianne Moore, il faudra que tu te fasses un mental script, il faudra que tu te fasses un scénario mental. Donc c'est très clair qu'en effet, entre elles, il y a un échange effectivement de qui est du côté de la fiction et qui est du côté du réel. Elles se croisent. Oui. Mais ça, le film est très inspiré, alors je voulais le revoir, mais je n'ai pas eu le temps, du film de Persona de Bergman, qui est donc l'histoire de deux femmes qui vraiment, d'une certaine manière, rentrent l'une dans l'autre, échangent vraiment leur position, entre lesquelles, d'ailleurs c'est très intéressant là aussi, entre les deux femmes de personnages qui sont deux actrices, ça va être Liv Ullmann et Bibi Anderson, je pense peut-être, je ne suis pas sûr. Il y a un rapport très vampirique entre elles. Et ce qui est intéressant, moi je trouve chez Almodovar,
Mais je le dirais aujourd'hui, c'est que je pense que c'est un cinéaste pour qui la catégorie même du vampirique, avec tout ce que ça suppose voilà, n'existe pas. Il suffit par exemple de penser à ce qu'il fait dans Tout sur ma mère, du film de Mankiewicz, All About Eve, parce que le film s'appelle Tout sur la mère, en citation avec All About Eve. All About Eve, vous avez sans doute vu ce film, c'est une jeune apprentie actrice dont on va découvrir progressivement qu'elle est l'arrivisme personnifié, enfin le vampirisme dans son état le plus affreux, qu'elle est prête à tuer tout le monde sur son passage, et qu'elle devient assistante d'une actrice pour prendre sa place. Et la tuer symboliquement, et peut-être même réellement. Tout sur ma mère raconte entre autres choses ça, sauf qu'il est très clair que pour Almodovar, l'apprentie actrice qui devient assistante ne peut être qu'animée des meilleures intentions du monde. Il n'y a pas, pour lui, il n'y a pas de... Alors je le dis parce que c'est un peu mon obsession en ce moment sur lui, pour lui il n'y a pas de mauvaise transmission. Il n'y a pas de vol possible. L'idée qu'on puisse prendre quelqu'un et le rendre exempt n'est pas quelque chose... Et c'est très intéressant parce qu'il renverse la valeur du film de Mankiewicz de ce côté-là. C'est vraiment un cinéaste qui croit, alors c'est peut-être aussi parce qu'on est dans un autre moment de la vie culturelle, c'est peut-être son côté, on peut peut-être dire un peu postmoderne, c'est-à-dire qu'il pense que toute citation ne peut être que bienveillante, toute citation est une prolongation. Hein, c'est magnifique aussi ce qu'il fait avec la neige à la fin. Mais voilà, toute citation est un hommage, une citation n'est pas du vol. Pardon, vous voyez, je vois votre... Oui. Depuis tout à l'heure, je me disais que j'étais humide, mais non là, parce que la dame a dit, c'est tout à fait ça, mais je ne vois pas du tout comment poser les deux. Pour moi, elles sont complètement... Vous êtes espagnol aussi, moi je l'entends. Non, pas du tout. Pas du tout, mais je le parle un peu. D'où venez-vous, parce que vous avez un accent? Alors là, si je vous dis, vous allez rigoler, parce que je viens de l'ex-Yougoslavie, donc j'ai bien apprécié le passage sur la Bosnie. Je ne suis pas de Bosnie, mais enfin bref. D'accord. Ça me fait pas rigoler du tout. Non. D'accord, pardon. J'allais dire que j'étais unique depuis tout à l'heure parce que je ne les trouve pas du tout opposer les deux. Moi, je les trouve complètement complémentaires. C'est peut-être parce que je fais du discours dans la vie et je vois tout simplement des positionnements dans le discours qui sont opposés. Vous faites du discours dans la vie? Enfin, analyse du discours. Oui, pas moi du tout, je ne fais pas du discours. Et du coup, je vois juste le positionnement dans le discours qui est finalement opposé comme choix de profession, mais pas du tout comme personnage. Et puis, je ne suis pas du tout d'accord, je suis désolée qu'il n'y ait rien de vampirique chez Almodovar, il est tout vampirique en fait. La maternité en elle-même, c'est quelque chose de très vampirique. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas vampirique au sens où dans le vampirisme, il y a un élément, une connotation négative. Il est vampirique, oui, mais pour lui, prendre, c'est donner. Exactement. C'est ça. Et reprendre, c'est... La maternité aussi. Voilà. Non, mais voilà ce que je veux dire. Alors, parce que dans vampirique, on entend toujours, quand vous prenez la personne avec qui vous avez pris, elle est exempte, elle meurt. Voilà. Mais par contre, et puis, si je peux me permettre, on a attaqué ce personnage ignoble qui dit, voilà, la fin du monde, l'extrême droite, les problèmes climatiques, etc. Mais finalement, il perd parce qu'il dit, quand il dit à son propre fils ou fille, je ne me rappelle plus, que c'est pas possible, on ne peut pas avoir un troisième enfant, mais il décide d'en avoir un troisième quand même. Enfin, en fait, il y a la suite. C'est malgré lui, donc je ne pense pas du tout qu'il marque une fin non plus. Il reste dans la continuité. Enfin, je sais pas. Non, mais bon, vous auriez dû prendre la parole plus tôt parce que vous avez fait revivre le débat comme étant. Non, mais vous avez. Je pense pas qu'il. Moi, je dirais, je pense pas qu'il soit totalement négatif parce que je pense que Almodovar a du mal à. Et j'adore ça chez lui. À imaginer un personnage qui serait purement négatif, mais quand même dans son. Et puis par ailleurs, c'est quelqu'un qui alerte sur des choses sur lesquelles il est quand même important d'alerter, donc il n'est pas. Ce serait quand même gonflé de dire ce type qui nous alerte sur le changement. Mais il ne prend pas de questions. Il ne prend pas de questions. Voilà. Ça, c'est dans le livre aussi, il ne prend pas de questions, c'est marrant. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est quelqu'un qui. Je pense que c'est ce que vous en avez parlé. Je pense que dans tout son discours, la chose la plus importante du point de vue d'Almodovar, c'est ce qu'il dit à son fils. Et ça, je pense que pour Almodovar, c'est une fin de non-recevoir. Justement, on ne peut pas dire il faut que ça s'arrête, ça continue toujours. Je crois que c'est dans Tout sur ma mère aussi, dans un autre film. Où, là, vous avez vu regarder dans le film, c'est très étonnant et c'est très gonflé. Le peu de temps qui s'écoule entre la mort de Tilda Swinton 1 et l'apparition de Tilda Swinton 2. C'est-à-dire que c'est vraiment. Je pense que c'est. Et ça revient un peu à notre question, à une de nos questions de point de départ, c'est pourquoi chez lui tout est si saturé, coloré. Je pense que c'est quelqu'un qui n'accepte pas, et c'est loin de me déplaire, c'est quelqu'un qui n'accepte pas le vide. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est morte, il faut absolument la remplacer par quelque chose d'autre. Voilà. Il faut absolument on pourrait presque dire de manière un poil sarcastique, ce sofa, il faut que quelqu'un passer à tout à fait autre chose, c'était pour
Tu veux parler du cardinal? Non, je ne veux pas parler du cardinal, je veux parler d'une référence que l'on n'a pas encore citée, c'est pourquoi Buster Keaton et pourquoi ces deux extraits absolument hallucinants qui ne doivent pas être dans le même film, je crois, où il se fait... C'est Fiancé en folie en français. Et il se fait... Ah oui, et après, oui, il y a les pierres sont passées. Enfin, il y a un seul film qui est cité au générique en anglais, Seven Chances. Où il évite les pierres, qui sont des fausses pierres, mais c'est quand même hallucinant ce qu'il fait. Là, on voit pas le plus acrobatique qu'il fait dans ce film-là. Donc, pourquoi Buster Keaton? Est-ce que toi, tu as une réponse? Alors, pourquoi ces deux... c'est pas une explication. C'est pas une explication, mais c'est dans le livre. Et là, moi, il y a un autre truc qui me là-dessus me reste à dire irrésolu, c'est que quand elle met un DVD, on voit qu'elle sort le DVD de Lettre d'une inconnue de Max Ophuls, qui n'est pas n'importe quel film non plus. Quand elle met un DVD, à un moment, je crois que c'est à ce moment-là, où elle lui dit, Tilda Swinton lui dit, mais je me suis trompé, ou est-ce qu'il y a les gens de Dublin? Elle dit si. Donc elle va le prendre, et puis pour mettre les gens de Dublin, elle enlève un DVD, et c'était la Lettre d'une inconnue de Max Ophuls. On le voit comme ça, puis on voit la jaquette, puis voilà. Donc je me suis aussi demandé pourquoi. Bon, c'est un film très très connu, mais alors pourquoi effectivement Fiancé en folie, Buster Keaton, hormis le fait que ça fait partie des références un peu indiscutables, tu vois, c'est bon. Et ben j'ai pas de... Voilà. Parce que bon, le film parle pas du tout de ça. Non. Oui, allez, servez ça. Ça c'est... Merci Emmanuel. Merci.